Monsieur le Président, cher Jean-Marc, Mesdames et Messieurs les députés, notamment les parlementaires et sénateurs, notamment rapporteurs de la loi Élan, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, Mesdames et Messieurs les professionnels de métropole et des territoires ultramarins, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour votre invitation, cher Président. Je suis vraiment très content de pouvoir évoquer avec vous des sujets essentiels. Cela ne vous aura pas échappé, depuis maintenant 2 semaines, nous avons une tension dans le pays, cette tension exprimée par les Gilets jaunes, mais cette tension, elle ne résulte pas uniquement du prix du carburant. Cette tension, je crois que vous en êtes des acteurs qui la vivez au quotidien. Cette tension, elle résulte de beaucoup d'autres phénomènes qu'on appelle les fractures territoriales ou qu'on appelle les difficultés à être maître de son destin. C'est clair qu'aujourd'hui, quand dans votre vie, vous pouvez dépenser jusqu'à 40% de votre revenu mensuel pour pouvoir vous loger, parfois il vous est juste impossible de trouver un logement parce que le marché du logement est discriminant pour vous-même, eh bien, vous avez un sentiment d'abandon. Eh bien, vous vous demandez ce que la République fait pour vous, que cette République soit exprimée par des élus locaux, représentée par l'État. Mais bref, vous avez ce sentiment d'abandon et ce sentiment de fracture territoriale qui ne cesse de perdurer. Moi, je crois intimement que le logement, il est aussi, et notre action, elle est aussi au centre des réponses que nous pouvons apporter au jour le jour face à ces fractures territoriales. Alors c'est compliqué, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a maintenant un bout de temps, mais je suis persuadé que nous sommes des acteurs, tous ensemble, qui, dans nos mains, avons des solutions, avons, par notre action, la possibilité de répondre à certaines de ces interrogations, voire de ces sentiments de délaissement ou de déclassement. C'est en partie ce à quoi nous avons tendu en développant d'abord une stratégie logement, puis une loi Élan qui, comme vous l'avez dit, cher Président, a été adoptée samedi dernier. Cette loi Élan qui maintenant est d'application. Alors, dans votre discours, vous évoquez 4 axes et enjeux majeurs sur lesquels je voudrais rebondir. Le premier, c'est assurer et améliorer la mobilité. Quand je suis arrivé et que j'ai pris mes fonctions, je demandais à certains acteurs un état des lieux de ce qui avait été les conséquences du logement, de nos politiques du logement par le passé. Et notamment, il y a un chiffre qui est très difficile à confirmer, mais qui, à mes yeux, résume tout. De 2007 à 2012, il est coutume de dire que 500 000 de nos concitoyens n'ont pas eu accès à un emploi du fait de son logement. Et quand vous voyez ça, alors même que nous avions un chômage de masse qui ne cessait de croître, vous vous dites que pendant des années, on a dissocié les politiques d'emploi, de logement et de mobilité. Mobilité, j'entends par là le transport. Et que le logement est un vecteur de mobilité. Et que si vous n'avez pas ce triptyque-là, vous n'y arrivez pas. C'est pour ça, et vous l'avez dit, que dans la loi Élan, nous avons développé un nouveau bail, un bail mobilité qui cherche à répondre d'abord à l'attente d'un certain nombre de nos concitoyens, je pense aux étudiants en année de césure, aux personnes en mobilité professionnelle, qu'ils soient en CDD ou en CDI, je pense aux saisonniers pour qui c'est une problématique importante, mais qui répondent également à l'attente d'un certain nombre de nos propriétaires qui, eux, pour des raisons ou pour des autres, ont décidé de ne pas louer sur une grande durée leur logement. C'est ce que nous avons fait en développant ce bail. Et ce bail, il a une double vertu, c'est qu'il est protecteur et des locataires et des propriétaires. Des locataires parce qu'il ne nécessite pas de dépôt de garantie, vous l'avez dit, et des propriétaires parce qu'il donne lieu, quel que soit le statut du locataire, directement à la garantie visale, à la fois dans l'impayé de loyer, mais aussi dans la remise en état des biens. Donc c'est un bail qui est 100% sécurisé pour tout le monde. Aujourd'hui, ce bail il nécessite aucun décret d'application. Il est aujourd'hui d'application. Moi, je lance le concours et je serai ravi de recevoir le premier d'entre vous qui a signé le premier bail mobilité. C'est à mes yeux aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Saisissez-vous de cet outil, il est aujourd'hui disponible, ça répond à des attentes et ça n'est pas une blague, hein. Je serais ravi de prendre un café avec celles et ceux qui auront signé le premier bail mobilité. À ce titre, je pense qu'il faut être aussi dans l'innovation. J'ai échangé avec l'une d'entre vous plus précisément, la présidente de la plateforme Kissik il y a quelques instants, mais Kissik, que d'ailleurs j'inaugurais dans le cadre du FNAIM Lab il y a quelques mois, Kissik est aussi un moyen de pouvoir diffuser très rapidement ce bail mobilité. Au-delà du bail mobilité, Président, vous m'interrogez sur les relations propriétaires-locataires. Moi, je crois profondément que le marché du logement, aujourd'hui, il souffre d'un point
essentiel, qui est que peut-être que la relation propriétaire-locataire n'est pas la bonne, peut-être. Et d'ailleurs, on a tellement écrit, on a tellement modifié, on a tellement fait sur cette relation propriétaire-locataire. Mais ce dont je suis encore plus sûr, c'est que ce qui tue le marché du logement, c'est cette défiance entre le propriétaire et le locataire. Et que vous parliez d'articles, de journaux ou autres. Mais moi, quand je vois ces mêmes articles dire ici ou là que le locataire a comme principal hobby de dégrader le bien et que l'ensemble des propriétaires de France sont des nantis, on est dans la caricature, et on est dans la caricature qui tue le marché du logement, ou plus précisément, qui concourt à ce fléau qui est la vacance dans des logements. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de logements vacants. Et donc certes, la relation propriétaire-locataire est peut-être pas la meilleure du monde, mais ce dont je suis sûr, c'est que la première chose à faire, c'est de stabiliser, de donner un message de confiance. Et l'une des plus grandes fiertés que moi je porte avec mes amis parlementaires sur cette loi Elan, c'est que nous avons une loi qui n'est ni anti-l'un, ni l'anti-l'autre. Vous savez, pendant longtemps, on disait vous êtes un ministre du logement de droite, vous êtes pro-propriétaire, vous êtes un ministre du logement de gauche, vous êtes pro-locataire. Et on y allait. Et on faisait des caricatures sur les uns ou sur les autres. Dans la loi Elan, on n'a jamais fait ça. Moi, je suis le ministre du logement de tous les Français. Et je le fais à la fois pour les propriétaires et à la fois pour les locataires. Et ce message d'apaisement, ce message de confiance, je pense que vous en êtes les garants. Et je pèse mes mots. Je suis persuadé que vous en êtes les garants parce que c'est vous, et vous l'avez dit, Président, c'est vous qui êtes l'intermédiaire entre les propriétaires et les locataires. Et que d'ailleurs, les propriétaires auront, et je le dis avec beaucoup d'humilité, auront beaucoup plus confiance dans la voie que vous portez que dans la voie que je porte. Et donc, moi, je compte sur vous. Cette relation qui, aujourd'hui, pendant des décennies, a été dégradée, vous devez aussi, et je serai là pour vous appuyer du matin au soir, et le week-end et nuit compris, je serai toujours à vos côtés, mais vous devez être ceux qui apaisent cette relation et qui permet de lutter contre l'ensemble des caricatures qu'on voit ici ou là. Alors, stabilité ne veut pas dire changer un certain nombre de choses. Je sais que vous avez des attentes, par exemple, sur le décret-charge qui a été, pour des raisons de cavalier au sens légistique du terme, enlevé de la loi, mais qui permettra, et je voudrais vraiment vous rassurer là-dessus, qui permettra tout de même au gouvernement de pouvoir le modifier par voie réglementaire. Donc nous avancerons, comme je m'y suis engagé, sur la revue de ce décret-charge que vous appelez de vos vœux. Cette relation propriétaire-locataire, elle passe aussi par les nouveaux usages. Et notre métier collégial, ma fonction ou votre métier, elle est toujours de remettre l'humain au centre de tout. Quels sont les usages, quelles sont les demandes de nos concitoyens? Je ne veux pas être trop long, mais pour moi, je compte aussi énormément travailler avec vous sur ces nouveaux modes d'habitation. Je pense à l'habitat intergénérationnel que nous avons développé, je n'y reviens pas dans le détail, mais vous connaissez sûrement dans la loi logement. Je pense également à la colocation que nous avons là aussi largement su développer. Et c'est autant de sujets sur lesquels vous, le syndicat, vous avez la possibilité d'avancer fortement et de proposer ces solutions à ces nouveaux usages. Alors oui, parmi tout ça, il y a la garantie Visale. Alors oui, Président, je peux vous dire que je suis profondément attaché à cette garantie Visale. Cette garantie Visale, pour moi, elle a un sens, une vertu, c'est qu'elle permet justement d'avancer, de renouer cette confiance entre les propriétaires et les locataires. Et je vais vous donner à ce titre un seul exemple. Lorsque la première fois j'ai annoncé cette garantie Visale, je recevais une journaliste qui a pignon sur rue. Cette journaliste est donc assise à mon bureau et m'interroge classiquement sur ce que c'est que la garantie Visale. J'explique, nouveau dispositif, on a tout changé sauf le nom, parce que le nom était déjà connu, mais on a pris la voiture, on a tout changé sauf la carrosserie. Je dis notamment, on va pouvoir couvrir tous les jeunes de moins de 30 ans. Et autre élément important qui est essentiel dans votre action, c'est qu'aujourd'hui, la garantie Visale jusqu'à présent, elle commençait au moment de la signature du bail, elle durait 3 ans, et à partir de maintenant, elle commence au moment où il y a un impayé, elle dure 3 ans. Dit autrement, elle dure sur toute la durée du bail. Et cette journaliste me disait, c'est vachement bien votre truc, mais donc vous l'étendez à tous les moins de 30 ans, mais qu'est-ce que ça va coûter cher, puisque vous l'étendez à tous les moins de 30 ans. La sinistralité, comme on dit, elle va être énorme. Là, les bras m'en tombent, j'ai dit, vous savez, moi j'ai eu 30 ans il y a un bout de temps, mais il n'y a pas très très longtemps, je ne me suis pas mis à payer mon loyer dans la nuit du 29e au 30e anniversaire. Et d'ailleurs, je suis sûr que dans la salle, ou en tout cas tous ceux qui sont mis à payer leur loyer le jour de l'entretien, leur 30e anniversaire, qu'ils lèvent la main, vu le peu de mains qui se lèvent, je considère que vous payiez votre loyer aussi avant que vous n'ayez 30 ans.
Et d'ailleurs, quand vous regardez les études, vous vous rendez compte que le taux de sinistralité avant vos 30 ans ou après vos 30 ans, il est le même. Et pour autant, il y a une petite musique qui se développe partout avec des considérants sur l'état de comportement d'un certain nombre de locataires, dont les moins de 30 ans. Et c'est pour renouer cette confiance qui, à terme, montrera que dans la pratique, ces taux d'impayés ne sont pas du tout supérieurs aux autres, grâce à des dispositifs comme Visal, que nous arriverons à apporter des solutions pratiques à l'ensemble de nos concitoyens. Et Président, vous évoquez un autre point, en disant, mais est-ce que, dans ce cadre-là, pour les autres, il faut associer caution et GALI ? J'ai entendu que cette proposition, vu le nombre d'applaudissements, était partagée par la salle. En fait, c'est un choix cornélien. Pourquoi ? Parce que la question, c'est est-ce qu'il faut ceinture et bretelles, et surtout, faut-il bretelles quand la ceinture suffit pour tenir le pantalon ? Et la question, elle est vraiment là. Et moi, je considère en fait que quand vous avez la GALI, votre pantalon, il tient. Mais certains disent, pour être sûr que le pantalon ne tombe pas, on va aussi mettre les bretelles. Mais à la fin, qui est pénalisé ? En fait, les publics les plus fragiles. Et donc, la question fondamentale, c'est de se dire jusqu'où on va. Parce que moi, je vous mets un billet sur la table que le jour où on a dit on fait caution plus GALI, il y en a qui arriveront en me disant ce qui serait super, c'est que la personne qui a caution plus GALI, il faudrait qu'il ait aussi Visal. J'exagère, hein, mais vous aurez compris le sens de mon propos. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui profondément croient en l'économie de marché, mais profondément considèrent que lorsque le marché demande à être couvert au-delà du risque que les dispositifs existants couvrent déjà, on est dans un cas qui, en fait, n'est plus raisonnable. Et donc, c'est pour ça que autoriser caution plus GALI, j'ai beaucoup réfléchi à la question, on en a beaucoup parlé avec les parlementaires, c'était notamment un des sujets de débat dans la loi logement. Mais aujourd'hui, moi je considère que si on fait ça, en fait, on pénalisera celles et ceux qui sont les publics les plus fragiles, à qui on demandera ceinture et bretelles, alors même que la ceinture suffirait. Monsieur le Président, vous évoquez aussi un autre sujet qui est essentiel, qui sont les plateformes touristiques, Airbnb, etc. Moi, je veux vraiment être très clair là aussi sur ce sujet. Ces plateformes, moi j'y crois, je pense que c'est bien pour l'économie, c'est bien pour l'ensemble des concitoyens qu'elles y soient. En revanche, il y a un sujet qu'on a traité dans la loi et sur lequel on a passé également des accords avec les plateformes. Et d'ailleurs, je recevais toutes les plateformes encore hier dans ces suivis de ces accords. C'est la question, et vous l'avez dit, des professionnels qui aujourd'hui ne font plus louent des biens pour ne faire que de la location touristique. Et c'est autant de biens qui sont chassés du marché que vous ne retrouvez plus dans vos agences et qui ne sont faits que pour de la location touristique. Et c'est, à mes yeux, précisément ces biens-là qu'il nous faut, et ces comportements-là qu'il nous faut adresser. Et c'est ce que nous faisons pour faire en sorte que demain, que quelqu'un, et vous tous réunis dans vos habitats principaux, vous puissiez louer sur Airbnb, ça peu importe, ça n'a aucune conséquence ni sur votre action, ni sur le marché de la location. Mais dès lors qu'en fait, certains d'entre vous ou de nos concitoyens n'achètent des biens pour faire que de la location à 100% toute l'année touristique, souvent d'ailleurs contraire à la loi, là, ça devient un vrai problème. Et c'est ce problème-là pour lequel nous avons pris des dispositions très fortes dans le cadre de la loi logement. Enfin, Président, vous dites qu'il y a un désintérêt des investisseurs sur le parc privé du logement locatif. Moi, je voudrais être très clair. Le logement, les solutions au logement passent aussi par le parc privé locatif. Et votre action, à ce titre, est essentielle. Donc oui, il faut améliorer cette confiance, permettre aux acteurs de plus investir dans le parc privé locatif. Comment on fait ? Moi, je crois que la première des solutions, c'est d'abord de donner plus de visibilité. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails, on pourrait en parler des heures. Vous savez, on m'a critiqué sur les dispositifs fiscaux qu'on faisait, etc. Enfin, j'ai pris un engagement, c'est qu'on mette les dispositifs en 2017, dispositifs qui devaient d'ailleurs tous s'arrêter fin 2017, hein, ne l'oubliez pas. Et donc, on a regréé ces dispositifs fiscaux et ensuite, j'ai pris un engagement, c'est de ne plus y toucher pour donner cette visibilité aux acteurs. Sauf en rajouter, notamment le dispositif d'investissement locatif dans l'ancien, que nous avons présenté à l'Assemblée nationale et qui a été adopté il y a 8 jours et que je présenterai au Sénat dans les prochains jours. Et qui, à mes yeux, est essentiel parce que le marché locatif privé, ça ne doit pas être qu'un marché locatif dans les métropoles liées à la construction neuve, mais ça doit être aussi des investissements dans la réhabilitation d'un certain nombre de nos villes moyennes ou de nos villes dites détendues, car là aussi, il existe un marché que nous devons pouvoir soutenir.
Sur la deuxième question que vous évoquez, qui est l'amélioration de la gestion des copropriétés. Moi, je pense que c'est un défi collégial commun absolu. Il y a pour moi 2 enjeux dans notre défi collégial. Le premier, c'est, on le sait bien, la loi de 65 peut avoir un certain nombre d'améliorations. On a des ordonnances qui ont été prises, notamment 2 ordonnances, l'une sur permettant de gagner en lisibilité en regroupant et en organisant les règles de copro, et la deuxième en évaluant les règles et en faisant évoluer les règles d'organisation et de gouvernance. Bon. Ces 2 ordonnances, elles sont en cours de rédaction. On va vous y associer, d'ailleurs on a déjà commencé à vous associer. Il y a un certain nombre de sujets importants, notamment, et on les connaît par cœur, comment on adapte le régime de la copropriété à la taille de la copropriété. Aujourd'hui, c'est aberrant d'avoir les mêmes règles quand vous avez une copro à 5 logements ou une copro à 500 logements. Le deuxième, c'est renforcer le rôle du conseil syndical, en particulier dans les copros de grande taille, de revitaliser la participation démocratique des copropriétaires, chose que nous avons déjà fait dans la loi logement. Il était par exemple aberrant que jusqu'à présent, un copropriétaire ne puisse pas voter de manière dématérialisée. C'est désengageant pour l'ensemble des copropriétaires, et vous les vivez à chaque fois, les AG des copropriétaires, mais on ne peut pas dire que ce soit l'endroit où il y a le plus de représentation et le plus de dynamisme. Donc c'est très bien aussi de permettre à chacune et chacun de participer avec d'autres moyens à la gestion de la copropriété. C'est aussi faire évoluer et simplifier les règles de décision. Je ne reviens pas dessus. Je sais, Président, et j'ai entendu un certain nombre de vos revendications sur ces sujets-là. Vraiment, moi, je m'engage, tout comme on l'a fait dans la loi logement, à travailler ensemble sur l'ensemble de ces sujets dans le cadre de la rédaction de ces 2 ordonnances que j'évoquais. Et puis, le deuxième enjeu, c'est les copros dégradés. Les événements tragiques à Marseille nous l'ont rappelé. Ironie là aussi tragique du sort, j'étais 1 mois avant à Marseille pour annoncer une grande initiative, une grande politique publique sur les copros dégradés. Inédite parce qu'on met beaucoup de financement, 3 milliards. Inédite parce qu'elle associe tous les acteurs, que ce soit les élus locaux, que ce soit les professionnels, que ce soit les opérationnels. Et inédite aussi parce qu'elle donnait des priorités en établissant un certain nombre de villes prioritaires, dont Marseille. Et depuis, j'ai eu l'occasion d'aller à Grigny, à Mulhouse, à Saint-Étienne-du-Rouvray, autant de villes prioritaires que nous avons identifiées, je continuerai. Et j'ai pu observer à chaque fois à quel point le rôle du syndic était important. Je vais donner un exemple. À Mulhouse, le syndic, notamment des copros, était représenté par l'AFNAIM. L'un d'entre vous, je ne sais pas s'il est dans la salle, était là à mes côtés lors du comité de pilotage que nous avons lancé sur Mulhouse. C'est essentiel d'avoir des syndics qui sont à même de pouvoir redresser, réaménager ou gérer ces copropriétés, surtout lorsqu'elles sont en état de dégradation. C'est essentiel. Sans les syndics, nous n'y arriverons pas. Et pour moi, ce point, il est d'autant plus important qu'il nécessite aussi que collégialement, nous puissions travailler pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la profession, vous avez tous les moyens. On a développé des labels de syndics de redressement dont vous avez dû entendre parler avec beaucoup d'entre vous. Je pense que c'est un vrai sujet que de vous accompagner dans la gestion de ces copros dégradés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la détermination du gouvernement, elle est totale. C'est la première fois qu'on met une politique publique dédiée à cela, 3 milliards d'euros, mais que nous n'y arriverons pas sans l'action de tous et en premier lieu des syndics. C'est la même chose quant à votre mobilisation sur l'habitat indigne. Merci, Monsieur le Président, de vos propos. Quant à votre accompagnement sur les marchands de sommeil, il ne faut rien lâcher. Dans la loi, on les traque et on les tape. On les traque en dénonçant leurs pratiques et en demandant à un certain nombre d'entre vous de les dénoncer. Et je pèse mes mots, j'ai conscience de la puissance de ces derniers. Et on les tape en les considérant dorénavant comme des marchands de sommeil et en donnant beaucoup de nouveaux moyens aux acteurs pour ce faire. Le troisième volet, c'est le numérique. Alors là, je vais être rassurant. Le bail numérique, tout comme la numérisation, c'est essentiel. Je crois que tout le monde en est convaincu dans cette salle. Mais je vais être rassurant et je pense que nos débats l'ont montré. D'abord, nous n'avons pas imposé un bail typique. C'était une des revendications de beaucoup des acteurs, dont vous, Président. C'est-à-dire que nous labellisons les baux numériques présentés par les professionnels, mais nous n'avons pas imposé un bail typique. Le deuxième élément, c'est pourquoi c'est important cette numérisation. Vous le savez, c'est un travail, par exemple, que vous faites aussi avec les notaires, et je connais votre attachement à travailler avec les notaires. C'est incroyable le nombre de données que nous pouvons avoir dans le domaine du logement. Dès lors que nous avons cette gestion des données, qui n'est pas un gros mot, qui est aussi une façon de faire évoluer les marchés, nous pouvons avoir plus de fluidité ici, une meilleure appréciation de l'autre côté, etc., etc.
Et puis il y a un troisième élément. Vous savez, la politique du logement, c'est un défi énorme de pouvoir mieux la territorialiser. Et c'est là aussi où je veux être rassurant. Pour la territorialiser, ça nécessite d'avoir des données qui soient précises territoire par territoire. Et ça, la seule façon de le faire, c'est de la collecter. Et le bail numérique nous permettra de le faire dans le plein respect, évidemment, des données personnelles sur lesquelles j'ai une attache toute particulière. Enfin, la professionnalisation. Merci d'avoir employé ce terme. Cette professionnalisation, effectivement, nous l'avons beaucoup travaillé ensemble dans le cadre de la loi logement. Alors, c'est d'abord le CNTGI que nous avons revu. Nous avons entendu les critiques sur les dispositifs passés. Nous avons permis d'améliorer et d'en faire une instance à la fois consultative, mais également de lui donner un pouvoir d'alerte qu'elle n'avait pas forcément. Et je crois vraiment que là aussi, notre responsabilité sera de la faire vivre dans le cadre d'abord du décret d'application que nous devons prendre. Mais c'est aussi l'identité des professionnels avec ces dispositions qui permettent demain de lutter contre toutes celles et ceux qui se feraient passer pour un professionnel alors qu'ils ne le seraient pas. Cet élément, cette étape était importante, elle était demandée depuis longtemps ou souhaitée depuis longtemps par vous-même, et nous l'avons entendu et nous l'avons mis en œuvre. Tout ça pour dire, et vraiment je m'excuse parce que je devrais, à l'issue de ce discours, filer pour rejoindre le président de la République dans le cadre de tout le plan de la rénovation énergétique. Vous savez que le bâtiment est essentiel dans cette lutte contre le changement climatique. Donc je vous prie de m'excuser de pouvoir rester la matinée avec vous. Je sais que mes amis parlementaires seront avec vous une grosse partie de la matinée et je les en remercie. Mais ce que je voudrais dire en conclusion, c'est trois choses. D'abord, moi j'ai avec beaucoup d'humilité et beaucoup de détermination, la certitude qu'une politique du logement, ça n'est surtout pas une politique décidée par un ministre dans son coin. C'est une politique où le ministre est en charge de donner des outils, de mettre en place une vision et donner les moyens à ceux qui font sur le terrain d'agir. Et donc le premier terme que je voudrais employer, c'est ce terme de partenariat. Je crois pouvoir dire qu'avec vos instances, et notamment votre président, nous avons établi ce partenariat. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Ça nous arrive d'être d'accord. Et en tout cas, on a toujours eu cette relation de confiance, de travail, et vraiment, je voudrais vous en remercier et l'ensemble des équipes. Le deuxième, c'est la question de l'innovation. Vous l'avez dit, cher Jean-Marc, il faut toujours savoir évoluer, savoir innover. Et je crois que là aussi, nous partageons la même vision et nous avons démontré par le passé que nous voulions aller dans ce sens. Et le troisième, c'est l'exigence. J'ai besoin de vous, tout comme vous avez besoin de moi, mais j'ai besoin de vous, je suis persuadé que je peux compter sur vous, mais dès lors qu'on parle de Visal, dès lors qu'on parle d'une bail mobilité, dès lors qu'on parle de cette relation de confiance entre les propriétaires et les locataires, ce sont vous les acteurs. Ce sont vous. La politique du dernier kilomètre, comme on dit, qui a souvent été l'absent de toutes les politiques publiques et qui explique aussi pourquoi un certain nombre de nos concitoyens n'en peuvent plus. Cette politique du dernier kilomètre, mon rôle, c'est de faire en sorte que ceux qui pratiquent cette politique du dernier kilomètre aient des outils. Or, dans le logement, dans cette relation propriétaire et locataire, c'est vous qui faites cette politique du dernier kilomètre. Soyez-en fiers, soyez-en conscients. Moi, j'en ai conscience. Je serai à vos côtés pour vous donner les moyens d'agir sur le terrain. Soyez à mes côtés pour faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens puissent demain avoir un meilleur espoir quant à leur logement qui est, il ne faut jamais l'oublier, l'endroit où nous passons le plus de temps dans notre vie. Merci à toutes et tous.